Bonjour tout le monde. Je remercie particulièrement les orateurs qui m'ont fait l'honneur de m'inviter. Je suis très touché de cette invitation. Je trouve que ce genre de réunion est extrêmement intéressante, autant pour ceux qui y assistent que pour ceux qui ont la chance d'y participer. Je vais ici vous faire un exposé pas trop technique et qui va être difficile après l'excellente communication à laquelle on vient d'assister. Mais on n'est pas très loin non plus d'une certaine symbolique par rapport à cette chirurgie robotique. Et surtout ensuite, je pourrai répondre à toutes vos questions, à tout ce qui vous intéresse. Donc le problème du robot chirurgical et de la prostatectomie totale pour cancer fait participer deux types d'exposés, deux types de questions finalement, puisque d'un côté on va parler d'un outil et de l'autre côté d'une intervention qui concerne donc le cancer et qui concerne une technique chirurgicale visant à traiter ce cancer. Donc en fait, quelque part, il y a deux sujets différents dans la même exposé. Alors le robot chirurgical, en fait, c'est un mensonge, il n'y a pas de robot chirurgical, ça n'existe pas. Ce qu'on appelle le robot chirurgical, et c'est là où ils sont quand même très forts par rapport à la symbolique, pour revenir au sujet précédent de cette idée de robot, en fait c'est un simple télémanipulateur, c'est un gros outil, comme un crayon, comme n'importe quel outil. C'est un outil un peu sophistiqué, mais c'est quand même qu'un gros outil, et c'est sûrement pas un robot. Ma machine à café, c'est un robot. Je mets la dosette dedans, j'appuie sur le bouton, je vais faire autre chose. Pendant ce temps-là, la machine à café, elle fait le job, elle fait le travail. Je reviens, le travail est fait. Le robot chirurgical, c'est un gros outil. Si personne n'est derrière pour le faire fonctionner, elle ne fonctionne pas. Elle n'a aucune sorte d'initiative, elle ne répond à aucun ordre. C'est un gros outil, et ce gros outil dépend directement du chirurgien qui est derrière et qui manipule l'outil. Donc le robot chirurgical, c'est une grosse arnaque, ça n'existe pas. Néanmoins, ce gros outil a quand même beaucoup d'intérêt, puisqu'il va quand même permettre de faire une chirurgie dans de meilleures conditions que si on n'avait pas ce gros outil-là. Alors bon, c'est un outil qui utilise 4 gros bras. Il y a un bras pour la caméra, qui est placé en général dans l'oblique, vous allez voir après en détail. Et puis après, il y a 3 bras, ce qui permet de devenir Superman, puisque en temps normal, je fonctionne avec mes yeux que je commande et 2 mains. Et là, j'ai toujours mes yeux que je commande, et par contre, j'ai 3 pattes. Donc ça change tout. Ensuite, par rapport à la technique célioscopique habituelle, ça permet de travailler avec une vision binoculaire. Ça a l'air de rien, mais ça change tout aussi, parce que si vous regardez les choses qu'avec un œil, vous n'allez pas avoir la même profondeur de champ, et donc cette vision binoculaire donne du volume et une qualité d'image qui permet de travailler dans de meilleures conditions. Enfin, les instruments sont très miniaturisés au bout et possèdent tous les degrés de liberté, puisque les instruments sont largement plus maniables que moi avec mon poignet. Des fois, je suis limité par mon poignet, mais l'outil, lui, il tourne tant qu'on veut. Et donc, toute cette maniabilité-là potentielle permet de faire une technique un peu différente, un peu meilleure, un peu mieux que ce qu'on faisait avant. Et le tout associé finit dans l'idée à dire on va pouvoir faire une chirurgie plus performante, meilleure que ce qu'on faisait avant, sinon c'est pas la peine de dépenser 2 millions de dollars pour faire la même chose que ce qu'on faisait avant. Parce que ça a un coût aussi, et ça c'est important. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de retour de force. Comme des espèces de jeux vidéo au début, moi si j'attrape ça, je sais combien ça pèse et je peux contrôler le poids de ce que ça fait. Quand je tire sur un fil avec ma main, je tends et je sens la tension qu'il y a sur le fil. Là, vous ne sentez pas la tension, donc au début on casse pas mal de fils, puis après il faut une certaine habitude pour progresser. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez dans la console, le chirurgien est assis là et il joue à son jeu vidéo. Il est calé, il a les 2 yeux et il a les petites manettes. Regardez en bas, il y a 5 pédales. C'est un organiste. 5 pédales en bas, c'est une espèce d'organiste. Et donc même si les gestes sont assez naturels, ça demande une petite habitude. La précision des mouvements, c'est ce que je vous disais. On peut régler l'amplitude du mouvement entre ce qu'on fait et ce qui est répercuté sur la machine. Et bien sûr, ça donne des gestes extrêmement précis, ce qui est très esthétique sur les vidéos et tout, puisqu'il n'y a aucun tremblement, tout est parfaitement corrigé. Alors voilà, là il y a un gros business plan, ils ont quand même très très bien vendu leur machine.
Et je vais vous montrer comment ça s'est développé au cours de ces dernières années en Europe. J'ai la même carte pour les États-Unis, mais elle fait peur, je ne la montre pas, parce que c'est totalement déraisonnable. Totalement déraisonnable. Tout ça sur un support scientifique de 0. Vous allez voir, il n'y a aucune preuve scientifique que c'est bien. Alors voilà comment ça se passe, parce qu'en revenant à la prostatectomie, qui est donc la deuxième partie de mon exposé, et qui consiste quand même à traiter le cancer de la prostate, voilà comment le patient est installé. Donc vous avez vu tout à l'heure la console où il y a le chirurgien. Ça, c'est l'autre partie où il y a le malade. Et donc, on installe la machine au pied du malade, qui est en position de Trendelenburg. Il faut plusieurs petits trous. Donc, il y a un trou rouge pour l'ombilic, dans lequel on va mettre le trocar optique avec la vision. Après, il y a les 3 bras du chirurgien, Superman. Et puis, il y a les 2 bras de l'aide, parce qu'il y a quand même un aide à côté du malade, qui permet de rentrer les outils, respirer, enfin, faire quelques bricoles au contact, le chirurgien n'étant pas au contact du malade. Le chirurgien étant placé pas trop loin quand même, hein, là, pour pouvoir surveiller ce qui se passe. Voilà, ça c'est la position vue de la tête du malade, donc du côté de l'anesthésiste. C'est un gros outillage. Donc en pratique, on mesure le Trendelenburg, il y a des petites astuces avec des trucs pour mesurer la gîte, il y a des repères parce que, vous avez vu, c'est une grosse machine, donc il faut de la place, et il faut une certaine distance entre les trocars pour pas qu'ils se cognent, il y a des conflits mécaniques, enfin c'est assez précis. J'avais fait une conférence pour les chirurgiens infantiles qui voulaient utiliser le robot. Bien, il faut 8 cm entre chaque trocar, vous ne pouvez pas descendre en dessous de 8 cm. Donc sur un gamin petit, ça demande une certaine... ça a des limites, quoi. Pour revenir à la prostatectomie, dans tous les cas, que ce soit fait par robot ou par robot, il faut enlever la prostate complètement et les vésicules séminales, avec le cancer à l'intérieur. Il faut passer en marge saine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas couper la prostate ou laisser une partie de prostate où il pourrait y avoir du cancer. Et puis les vrais problèmes de cette chirurgie, c'est l'incontinence post-opératoire et le problème de la dysfonction érectile, puisque les bandelettes vasculo-nerveuses sont collées sur la prostate, et donc il faut arriver à résoudre tous ces problèmes-là en même temps, mais ils sont tous importants. Un premier, il faut enlever le cancer. Donc voilà comment on positionne les trocars. Alors ça, c'est la vue péropératoire, hein, donc vous voyez, les instruments permettent une chirurgie extrêmement précise, puisque ça permet de travailler avec des toutes petites aiguilles et tout petits fils. Voilà, on va couper donc là, vous avez la prostate, je m'excuse, hein, c'est un peu technique. La vessie avec la sonde, et là on va couper ici le col de la vessie qui est entre la prostate et la vessie. Voilà, la partie postérieure. Là on a les vésicules séminales avec les déférents. Et puis on va pouvoir, voilà, en jaune, vous voyez, voilà, je vous ai mis cette diapo parce qu'elle montre bien le problème de ces nerfs érecteurs, qui en fait ne sont pas des nerfs, du couper ou pas couper les nerfs. Il y a des espèces de fascia, et à l'intérieur il y a des fils électriques qui passent, il y a des tissus, et on en préserve plus ou moins. Donc c'est pas un nerf, c'est toute une espèce d'épaississement entre deux feuillets où il passerait des nerfs et des vaisseaux qui permettent donc de préserver les nerfs de l'érection. J'étais un congrès, un type, je trouvais que c'est assez intéressant, qui disait c'est comme si vous avez une mandarine, il faut enlever la mandarine avec la peau, mais cette mandarine elle est tankée au milieu de pelures d'oignons comme ça, qui représentent les nerfs érecteurs, les fascias à préserver. Donc il faut enlever la mandarine avec la peau en préservant ce qu'il y a autour et ces espèces de pelures d'oignons qui peuvent être collées contre. Et donc plus on passe au ras de la prostate, plus on préserve des nerfs, et plus on risque de laisser de la capsule ou de la tumeur. Plus on passe au large, plus on garantit un résultat carcinologique, mais plus à l'inverse, on risque d'avoir une impuissance post-opératoire qui peut être définitive. Donc un des intérêts du robot, c'est ça, c'est d'avoir, par la finesse de la dissection, de permettre de faire ce travail dans de meilleures conditions. Ensuite, on va couper au niveau de l'urètre, là où il y a le sphincter. Et puis, l'intérêt majeur du robot, c'est cette anastomose-là, qu'on va faire de manière très très minutieuse. Cette suture entre l'urètre et la vessie, et le sphincter. On a eu une péritonite post-opératoire, c'est la seule complication. La continence totale à 12 mois. Alors, il faut un peu de temps pour que ça récupère et un peu de temps pour évaluer ça. Ce qu'on appelle continence, c'est-à-dire que le patient ne porte pas de protection en permanence. Il vient en consultation à 5 h de l'après-midi et il n'a pas de protection sur lui.
Quant au PSA indétectable, on a 97%. C'est-à-dire que après prostatectomie, on considère qu'un PSA est normal s'il est inférieur à 0,2, c'est la norme européenne. Donc 97% des patients à 1 an ont un PSA inférieur à 0,2. Ça ne veut pas dire qu'ils sont guéris, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à les surveiller, ça ne veut pas dire que plus tard, ils ne risquent pas d'avoir une récidive biologique qui pourra être rattrapée par radiothérapie. Mais c'est les résultats à 1 an. Les marges chirurgicales, c'est 18%. Alors, c'est le problème de la taille des marges, et c'est souvent des micro-marges parce qu'on fait une chirurgie très très minutieuse. Et nous, en Europe, on décrit toutes les marges. Aux États-Unis, ils ne décrivent pas les marges de moins de 3 mm, donc ça, c'est facile. Et nous, on décrit en France toutes les marges, et nous en avons très précis là-dessus. Et bien sûr, le taux de marge varie selon le stade de la maladie. Lorsqu'on a une tumeur intracapsulaire, on a des marges de moins de 7%. Donc dans la discussion, pour aller un peu vite, quel est le bénéfice de cette chirurgie? Quelle est la valeur ajoutée du robot? Comment ça s'apprend la courbe d'apprentissage? Et puis, est-ce que cette technique est vraiment une technique du futur? Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour ne pas vous ennuyer avec tout ça. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une vraie arnaque, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude prospective randomisée qui permet de dire la chirurgie robotique, c'est mieux que la chirurgie conventionnelle ou que la chirurgie celluloscopique. Ça n'existe pas. On a essayé de faire cette étude-là en France quand même, parce que la l'HAS a demandé, et nous on a répondu, bien sûr, positivement à cette évaluation objective. Donc une étude prospective randomisée, c'est de dire, on a un patient donné qui a un cancer de la prostate à qui il faut faire une prostatectomie, et on lui dit, monsieur, nous on ne sait pas qu'est-ce que c'est le mieux, si c'est la CIO ou si c'est la robotique, on vous propose de participer à cette étude. Alors pour ça, il faut un chirurgien, expert en cellio, expert en robotique, qui accepte de jouer ce truc-là, que cette étude prospective soit lancée, donc on explique tout ça aux malades, et puis on est 8 en France à rentrer dans cette étude-là, qui ont fait suffisamment de célioscopie pour savoir, suffisamment de robots pour savoir, et qui acceptent de jouer à ça. Moi, j'ai inclus 0 malade dans cette étude. À chaque fois que je demande au malade, j'explique au malade, il me fait oui, c'est très intéressant, et très bien votre étude, ça m'intéresse beaucoup. Moi, je veux le robot. Donc, peut-être que, si vous voulez, cet impact médiatique, cet impact de la technologie a déjà prouvé que, bon, effectivement, moi, si je devais me faire opérer, je ferais plutôt opérer par le robot que par célioscopie. Mais quelque part, je n'ai pas un avis objectif et scientifique pour répondre à cette question-là. Tout ça, pour moi, ce n'est pas des vrais problèmes, parce que finalement, la douleur post-opératoire, les pertes sanguines, tout ça, c'est réglé aussi par les autres techniques conventionnelles, et maintenant, il y a beaucoup de progrès. Quand on compare avec la chirurgie ouverte, il y a des années, ou la chirurgie célioscopique qui est faite aujourd'hui, finalement, il y a peu de différence, et ce n'est pas très important. Ce qui est très important, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est la continence, et c'est surtout les résultats carcinologiques et sur l'érection. Donc, aucune preuve que c'est mieux, ça c'est sûr. Ce que dit quand même Le Port, qui est quand même un des grands patrons de New York, il dit la seule chose importante, c'est de confier ça à des chirurgiens experts. C'est-à-dire que ils font comme ils veulent, ils font comme ils savent faire, ils font par voie ouverte ou par voie comme ils veulent, comme ils savent, mais ils n'en font pas 5 par an. Voilà. Ils n'en font pas 5 par an. En moyenne, la prostatectomie, en moyenne en France, c'est 7. Chaque urologue opère 7 prostatectomies par an en France. Oui. Donc moi, je ne me ferai pas opérer par un chirurgien qui fait 7 prostatectomies par an. Ça veut dire qu'il y en a qui en font moins, forcément, mais il y en a qui en font plus. C'est une moyenne. Alors la valeur ajoutée du robot, ben voilà, le bénéfice, c'est ça. C'est pas tel, c'est d'arriver à ce niveau-là d'expertise, de star mondiale de la robotique. Patel, il a fait 500 malades d'affilée. Sur 500 malades, il a 0 transfusion, 2 complications, 95% de continence à 6 mois, PSA indétectable 95%, les marges 9%. Voilà. Donc vous voyez, il y a encore moyen de s'améliorer encore un peu. C'est comme le type qui court le 100 mètres en 10 secondes 3 centièmes et qui dit tiens, il faudrait bien descendre entre 10 secondes. Pour gagner ce tout petit-là, ce tout petit temps-là, il faut travailler énormément. Ça a l'air de rien, mais cette marge-là, elle existe, mais elle est difficile à obtenir. Pareil, encore une autre star, c'est Manny Menon, qui est à Détroit aux États-Unis. Bon, lui, pareil, hein, vous voyez, ça tourne toujours autour de 150 minutes. Hein. Les gens disent, 2 heures quand même, c'est long l'opération. Il faut ça. Hein. Les transfusions 0, pas de complications pendant 97% des patients, aucune complication, rien. Et donc une chirurgie déjà minimal invasive. Alors on entend parler maintenant de nouvelles technologies moins invasives, etc. Il faut faire moins invasif que ça quand même. Hein.
faut faire moins invasif que zéro transfusion, aucune complication pendant 97% des patients. Il faut trouver une technique qui donne les mêmes résultats que ça. Donc ça, c'est une diapo pour montrer que Menon, selon la technique qu'on fait de préservation intrafaciale, on peut encore récupérer plus vite sur la récupération donc de l'érection. Je vais passer un peu vite. Alors la courbe d'apprentissage, ça c'est bien gentil, ça c'est les stars qui savent faire, qui en fait des milliers, moi j'en ai fait maintenant plus de 350. Comment ça s'apprend? Comment ça s'apprend? La notion d'expertise, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'on n'arrive jamais, c'est jamais assez bien, quoi. Faut faire encore mieux, faut faire encore mieux, faut faire encore mieux. Donc l'expertise, ça s'arrête jamais, mais quand même, ils ont demandé à Smith. Alors Smith, c'est un gars qui faisait beaucoup de chirurgie ouverte, très très bien, très fort. Il n'avait jamais fait de cellio. Ils lui ont donné un robot, il a dit vas-y, joue. Et ils lui ont posé une question. Il a dit au bout de combien de temps? Bon, il a fait 350 prostatectomies en 2 ans quand même, il a donné des malades aussi. Hein. Et au bout de combien de temps tu as les mêmes résultats que tu avais par voie ouverte? Il dit 150 cas. 150 cas. Il y a des chirurgiens qui ne font jamais 150 cas dans toute leur vie. Hein. Et lui, au bout de 150 cas, il a dit voilà, maintenant je fais aussi bien qu'avant. Et au bout de combien de temps tu es aussi à l'aise qu'avant? En termes de confiance, de reproductibilité, de fiabilité et tout, il dit ouais, 250. Alors, ça a été publié, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans la littérature, c'est peut-être un peu excessif parce que on a moyen de s'aider avec des gens qui vous forment. On n'est pas obligé de réinventer l'eau tiède toutes les semaines, donc il y a moyen d'apprendre peut-être plus vite. Mais tout ça pour dire qu'il faut quand même un certain volume régulièrement, une certaine activité régulière pour obtenir des bons résultats. Ça, c'est l'équipe de la Nouvelle-Orléans. Ils ont eu un robot tout neuf, ils ont commencé leurs malades. Ils ont fait 3 groupes de malades, les 33 premiers, les 33 d'après, les 34 d'après. Et ils ont analysé les marges. Vous avez vu tout à l'heure les marges chirurgicales, c'est quand on coupe trop contre la prostate pour le reste de la tumeur. Et le taux de marge, c'est 45% au début, puis 21%, puis 11%. Donc, au niveau fonctionnel, carcinologique, reproductibilité, tous les facteurs jouent pour quand même une certaine expertise de l'équipe chirurgicale. Et ce qui diminue beaucoup, bon, ça c'est un peu technique, c'est les marges importantes, les marges sévères. Alors, dans la même institution, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si en modifiant la technique, on améliore les résultats par rapport à la technique conventionnelle par voie ouverte. Donc ça a été fait toujours chez Menon, où il compare au niveau de la continence la voie ouverte avec la voie robotique. Ça récupère pareil, mais ça récupère plus vite avec le robot. Et pour l'érection, ça récupère plus vite et surtout ça récupère mieux avec le robot. Et là, il est pratiquement à 90% de récupération d'une érection. Vous voyez, le délai, c'est 300 jours, quoi, moins d'1 an. Donc, arrêtez de penser que quand on est opéré du cancer de la prostate, on est forcément impuissant. On n'est pas forcément impuissant. On peut être impuissant si on est obligé de faire une chirurgie élargie. Et on est surtout le plus souvent impuissant quand on était déjà un peu impuissant avant. Il y a une pathologie... Ça fait rire, mais c'est la vérité. Si vous voulez, tous les patients qu'on opère, ils sont continents. Tous les patients qu'on opère, ils n'ont pas une activité sexuelle non plus la même, équivalente. Et c'est une population vis-à-vis de cette activité-là qui est extrêmement hétérogène. Et on a tous les extrêmes. Donc l'analyse avant de la qualité de l'érection permet de leur proposer après quelque chose de concret, d'adapté, de personnel à chaque cas. Vous, dans votre cas à vous risquez de récupérer, vous risquez pas de récupérer, parce que déjà avant ça ne marche pas. C'est basique, mais c'est comme ça que ça marche. Alors à Montsouris, ils ont fait une étude intéressante, où ils ont comparé la voie célioscopique avec la voie robotique. Attention, à Montsouris, c'est les champions de la célio. Et ils n'ont pas trouvé de différence. Ils disent, bah, nous on est tellement forts en célio que finalement, on ne trouve pas de différence importante. Ça compte ça, c'est 2 millions de dollars hein, la machine. Hein. La Belgique est le pays au monde qui a la 2e densité de robots. La Belgique, c'est un tout petit pays, ils sont pleins de robots. Ils récupèrent tous les malades de partout d'Angleterre, du Pays-Bas, de partout. Et alors un jour, ils ont dit, bon, écoutez, nous, on voudrait bien, ils ont demandé à leur caisse de leur tutelle, on voudrait bien un petit sou, parce que comme on fait de la prostatectomie robotique et que c'est plus cher, on voudrait bien. Donc ça a été analysé par le gouvernement belge, ça c'est de 2009. Les types, ils sont très carrés, les Belges. Hein. Et puis en plus, ils écrivent en français, donc j'ai fait copier-coller ce qui est marqué dans le document, sans tricher. Et voilà les conclusions des Belges. En réponse à, on voudrait un petit sou. Il n'existe pas de données probantes claires permettant de valider ou de réfuter la supériorité de la chirurgie robotique par robot. Il n'y a rien. Ils ont lu toute la littérature, ils disent, prouvez-moi que c'est mieux. Prouvez-le. Personne ne peut prouver ça.
En conséquence, les chirurgiens devraient s'abstenir de présenter cette technique comme étant par nature supérieure. Vous êtes d'accord? Au risque de susciter des attentes déraisonnables des malades. Le robot, c'est pas la magie, hein. C'est pas la magie, c'est pas parce qu'on est opéré par le robot qu'il y a zéro complication et que les malades sont tous guéris, c'est pas vrai. Deuxièmement, les performances et les résultats pour le patient s'améliorent à mesure que l'expérience croît avec cette technique, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc, il faudrait réserver cette chirurgie-là pour des équipes un peu entraînées. Une information claire, objective et complète relative à la procédure et aux procédures alternatives, parce qu'il y a des alternatives aussi qui sont tout à fait efficaces, comme certaines indications de radiothérapie, dont les résultats sont exactement équivalents en termes de résultats sur le cancer. Donc il faut bien que les patients, à chaque fois, soient informés des alternatives qui sont des vrais choix possibles. Et donc il faut surtout insister, quand vous vous faites opérer, il faut demander quelle est votre formation, quelle est votre expérience. Enfin, c'est ça les bonnes questions qu'il faut poser aux chirurgiens. Hein. C'est ça les vraies questions. Il ne faut pas dire quand c'est que je rentre, est-ce que je vais avoir une chambre particulière. On s'en fout. Hein. C'est pas ça qui compte. Hein. Donc, garder la raison, ça veut dire un traitement adapté à chaque patient. Chaque patient à la carte carcinologique et fonctionnelle. L'information adéquate. Une évaluation des résultats pour pouvoir progresser. Former des personnels, parce qu'autour il y a les personnels qui travaillent sur le robot. Il y a la main d'œuvre, il y a les gens, il y a la formation, il y a l'intérêt d'une équipe à faire travailler les gens ensemble, et ça c'est pas facile. Michel sait faire ça très bien. Et puis reproductible et fiable. Reproductible pour qu'on puisse avoir en routine quelque chose qui marche de manière régulière. Alors au début je m'étais posé la question, la chirurgie ouverte ou la chirurgie robotique, est-ce que c'est vraiment le futur? Et moi je suis passionné par cet avion parce que pour moi, quand j'étais gamin, je voyais ce truc-là qui volait, je trouvais ça extraordinaire. Et c'était une technologie magnifique, technologie de pointe, extrêmement raffinée, extrêmement performante. Et puis ce machin, il vole plus. Il vole plus. Je le croise de temps en temps à Roissy, il est posé sur son truc. Il vole pas parce qu'il n'a pas prouvé qu'il était indispensable. Il était très puissant, très important, très performant, mais il n'a pas prouvé qu'on pouvait vivre. Il a dit finalement, on peut vivre sans, pour il en virer. Et alors finalement, pour répondre à cette question, est-ce que c'est déjà le quotidien? Peut-être qu'en fait la chirurgie robotique c'est ça, c'est cette reproductibilité, c'est quelque chose de base, et en devenant plus fiable, plus reproductible, plus facile d'accès, peut-être qu'on va vers ça plutôt que vers le Concorde. Je vous remercie de votre attention. Bonjour docteur, on se connaît bien sûr. Donc je voudrais témoigner devant tout le monde. Moi j'ai été opéré par le docteur Quintence, ça va faire 4 ans. Donc effectivement j'ai été opéré d'un cancer à la prostate. Le jour où on m'a annoncé que j'avais un cancer, ça a été très difficile pour moi. Donc j'ai fait plusieurs consultations d'urologue et je suis revenu bien sûr vers le docteur Quintence. J'ai été opéré, assisté par le robot, et je reconnais que lorsque je suis arrivé dans la salle d'opération, j'étais quand même très angoissé. Lorsqu'on m'a mis sous cet appareil, c'est pas évident parce que j'ai eu des bras articulés qui sont arrivés vers moi. J'étais pas encore endormi et j'ai pu tourner ma tête et voir le docteur Quintence dans son cockpit devant ses manettes, et je reconnais que c'est quand même pas évident quoi. Hein. Heureusement, on m'a endormi après rapidement. L'opération c'est nécessaire. Donc oui, j'étais quand même angoissé quoi. Donc ensuite l'opération, apparemment c'est bien passé. Le réveil a été super. Je suis resté très peu de temps à l'hôpital. Bon, après, ce que vous avez dit, c'est vrai qu'il y a une rééducation à faire, on a l'incontinence, mais bon, moi, elle a duré quand même pas mal, à peu près 1 an. Mais suite au conseil de Dr Quintence et de son équipe, je reconnais que tout s'est très bien passé. Aujourd'hui, je vis normalement. À la fin de son débat, Dr Quintence dit c'est vrai que si avant ça marchait bien, et bien après ça fonctionne très bien. Moi c'est mon cas. Ça fonctionne bien avant. Ça fonctionne bien aujourd'hui. Donc je voudrais remercier devant tout le monde Dr Quintence. Merci de votre témoignage.